Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine Libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons sont parsemées en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de partager ce moment avec des femmes, un collectif de femmes qui ont aussi une particularité d'être toutes reliées par le collectif Santé en danger qui mène des actions autour de la santé des usagers, des professionnels pour améliorer justement les conditions de travail et pour parler de manière très générale de l'éducation à la santé de tous, de tout le monde, qu'on soit enfant ou senior. Elles vont chacune ici présenter une partie de leur parcours à travers cet échange. Et on espère que cette balade sonore va aussi vous porter, vous apporter à la fois inspiration, questionnement et peut-être aussi de vous donner l'envie de participer à la prise en charge de notre système de santé. Je vais donc les laisser une à une se présenter à vous avec cette première petite question qui est c'est quoi pour chacune qui va parler la douleur et qu'est-ce qu'elles font, où est-ce qu'elles travaillent et prendre le micro pour partager ce que c'est pour vous la douleur et un peu parler de votre parcours. Bonjour, donc je m'appelle Fleur, j'ai 42 ans. Je suis infirmière, en milieu hospitalier, en psychiatrie générale adulte. Voilà, et en arrêt depuis 2 ans et 4 mois, pour un problème de santé, qui s'est révélé imputable au service. C'est-à-dire que je suis assimilée à une maladie professionnelle, en fait. Voilà. Voilà, rapidement, j'ai été diplômée récemment, puisque je suis diplômée infirmière depuis 2017. Avant ça, j'étais, auxiliaire de puériculture, donc j'ai fait du milieu hospitalier et également aussi, du milieu de vie, de la crèche. Voilà, donc j'ai travaillé 3 ans et demi dans un service que j'aime beaucoup et que je ne vois plus depuis plus de 2 ans. Que dire d'autre? Peut-être ma maladie? Est-ce qu'on parle là-dessus tout de suite ou est-ce qu'on Tu peux juste nous dire pour toi, à ce niveau ah de oui, ton parcours, c'est quoi la douleur? la douleur, pardon. La douleur telle que moi j'ai pu la vivre en tant que professionnelle chez l'autre, je dirais qu'elle est très souvent psychique, puisque j'ai affaire à des personnes atteintes de syndromes et de problèmes psychotiques. Mmh. Donc, la psychose étant une maladie de la perception, la douleur physique, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire, mais elle n'est pas toujours perçue de la même façon que pour des gens, qui ne sont pas atteints au niveau de la santé mentale de la même façon. Donc, très psychique. En tout cas, beaucoup, beaucoup dans mon milieu professionnel. Voilà. Après pour ce que je vis moi actuellement, la douleur, elle est pas très présente heureusement. C'est ce que je me dis tout le temps, c'est que j'ai beaucoup de problèmes, mais que je ne souffre pas. Et je crois que ça Mmh. me sauve pas mal psychiquement. Par contre, effectivement, moralement, c'est difficile, d'être, à 40 ans, dans une parenthèse de vie comme ça, malade. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que tu as comme pathologie, Fleur? Alors j'ai, on ne sait pas très bien, j'ai très certainement un covid long, Mmh. le fameux covid long dont on entend parler. Donc, j'ai contracté le covid, vraiment en service sur, une période où je travaillais beaucoup, beaucoup, et on a été plusieurs comme ça en chaîne et moi je m'en suis jamais remise. Mmh. Donc, j'ai une pathologie, plutôt neurologique, auto-neurologique depuis, c'est-à-dire que j'ai des problèmes d'oreille interne, donc de vertige. C'est pour ça que là vous me voyez un peu,
allongée, c'était pas une journée très facile. Voilà, beaucoup de vertiges, de maux de tête, donc une instabilité permanente, des vertiges en crise, voilà, et une fatigue extrême. Voilà, depuis donc 2 ans et 4 mois. Voilà. Donc on ne sait pas bien si, on peut parler de maladie de Ménière, qui est une maladie, assez connue, et chronique du système, d'oreille interne, qui aurait pu tout à fait être déclenchée par, le virus du Covid. Pour la chronicité, on ne sait pas bien encore quoi en dire puisque je ne suis pas sortie de la phase d'entrée de la maladie. Donc est-ce qu'il y aura une phase de rémission et un retour, aux symptômes? Le temps le dira. J'espère bien que je vais me débarrasser et que ce sera juste un syndrome méniériforme, mais que je me débarrasserai quand même définitivement. Et voilà. Merci beaucoup, Fleur. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Solène, j'ai 33 ans. Je suis aide-soignante depuis 2010. J'ai vécu il y a maintenant 3 ans, je travaillais en secteur hospitalier, du harcèlement sexuel fait par mon chef de service. J'ai parlé, et en fait, il s'avère qu'on était 5 victimes. On était mélangés, il y avait des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Heu, donc voilà, donc on est tous passés devant la direction des soins, la directrice, tout ça, la DRH. On a été entre guillemets, pour nous, «punis» parce qu'on a été, entre guillemets «protégés». Mais on a été mises dans des services à droite à gauche, sachant qu'il y avait le Covid. Donc, on est tous partis sur le front Covid, en réa, en MPR, pour les Covid longs, justement, et pour les gens qui sortaient de réanimation. Ce cher monsieur est resté chef de service et il l'est toujours encore actuellement. Nous avons toutes porté plainte. L'affaire est encore en cours. Il y a la procédure qui est encore en cours. Mmh. Mais on a mis pas mal de temps. Donc, moi, pour moi, la douleur, elle n'est pas physique, mais psychique. Parce que j'ai eu un effet de, comment vous dire, d'être, ah, je suis désolée, euh, d'être perdue, de pas être comprise par la direction et par les équipes, en fait. Que la direction me dise que je bougeais, que je devais sortir, d'aller dans les services, mais qu'il fallait pas que je dise pourquoi. Que quand j'entendais un homme parler ou quoi que ce soit, que j'étais obligée de me cacher. Mmh. Plein de choses comme ça et j'ai fait un choc post-traumatique après. Mmh. Où l'hôpital, grâce à la médecine du travail, m'ont payé gracieusement, des séances, chez une psychologue pour faire des séances de MDR, Mmh. qui n'a malheureusement pas fonctionné sur moi. Et donc non, j'ai repris au bout de 15 jours d'arrêt. J'ai voulu me dire, «Bon, bah, c'est rien et tout, Solène, tu peux le faire et tout, c'est pas à toi d'avoir peur, c'est lui le fautif, quoi». Hem et en fait, j'ai craqué, en fait. Je pense qu'à un moment donné, à force de faire des services en service et de pas être comprise et entendue, mon corps, au bout de 6 mois de travail, est venu en out et mon côté psychique est parti dans mon côté physique avec des baisses de tension où j'avais 7,5 de tension, où j'avais de la fatigue intense, où je passais mes journées en arrêt de travail à dormir. Mais je pouvais faire c'est même plus des siestes, c'est des comas où je me réveillais pas et je me réveillais le lendemain. Avec mon mari, on a décidé enfin, j'ai quitté la fonction publique, j'ai demandé une disponibilité, pour me reconstruire parce que je savais qu'à l'hôpital, là où je travaillais, rien n'allait avancer, que j'allais pas retrouver, le service avec mes collègues, que j'allais être encore, dispatchée, qu'il fallait encore que je me taise parce que
il faut se taire parce qu'il y a la présomption d'innocence, même si on est 5. C'est un chef de service, c'est le directeur, c'est le PCME, donc Mmh. le directeur du comité médical de l'établissement. Mmh. Donc il y a tout ça en cause et donc on a décidé de prendre les devants et avec mon mari, on a déménagé en Bretagne, au mois de juillet 2022 où OK. j'ai retrouvé un poste, sur l'hôpital, enfin au GHBS, donc Bretagne Sud. Donc j'ai déménagé, j'ai fait, 700 kilomètres pour, retrouver la paix avec moi-même et me reconstruire. Merci Solène. Alors, on va poursuivre avec, cette sensation justement, que peut traverser le corps et on va peut-être laisser Laurence nous parler un petit peu de son parcours. Te présenter Laurence et parler un petit peu de la douleur. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça vient jouer dans ta sensibilité comme questionnement? Oui, bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Laurence. Moi, je suis kinésithérapeute depuis 1994. J'ai travaillé, non-stop, hein, depuis 29 ans, du libéral, du salariat, exercice mixte, le plus longtemps en clinique, SSR. Et pour moi, bah, la douleur, c'était vraiment, mon quotidien, la douleur des patients, hein, puisque en prise en charge kiné, bah, on fait des EVA, des EVS avant, après, et la première question quasiment, qu'on pose à chaque patient qui arrive en séance de kiné, c'est: «Bonjour, est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez mal? Comment vous avez mal?» Voilà. Donc pour moi, la douleur, c'était la douleur des autres. Ça n'a jamais été la mienne. Bon après moi j'avais la chance d'avoir plutôt une bonne santé, de l'entretenir, de faire du sport, ouais, j'étais plutôt dans le physique, hein, on va dire, pour moi la douleur c'était vraiment le corps, le physique et je voyais pas forcément, l'impact, psychosocial et puis voilà la relation, corps-esprit. Jusqu'à ce que je commence à faire du yoga il y a 12 ans, 13 ans. Et là, bah, ça m'a un petit peu chamboulée. Enfin, j'étais attirée par ça, donc je savais que ça me parlait, je savais pas pourquoi, mais au fur et à mesure où j'ai commencé le yoga, ma pratique de la kinésithérapie a changé. Voilà, donc je me suis beaucoup plus intéressée au psychisme de mes patients. J'avais un abord différent, j'avais des retours différents et puis du coup, je voyais que je peut-être que je prenais un peu mieux en charge, en fait, Mmh. mes patients. Sur ce plan-là, sur ce plan de la douleur, sur le plan des conséquences, psychologiques que leur pathologie pouvait présenter et jusqu'à ce que moi, ben, j'expérimente, personnellement, la souffrance, psychique et effectivement, suite à un harcèlement aussi, pas sexuel, mais harcèlement au travail, lors d'un changement de direction dans ma clinique SSR. Donc il y a eu une souffrance que j'ai pas su identifier. J'avais vraiment la tête dans le guidon. J'étais cadre de mon service rééducation et moi, j'avais vraiment la tête dans le guidon. Il fallait que chacun des patients soit vu tous les jours et cetera. Donc je sentais bien que le soir, ça allait pas. J'ai commencé à grincer des dents, le week-end, j'étais épuisée, je faisais plus rien mes week-ends, j'avais des douleurs, épaules, cervicales, trapèzes, bon classique, hein, voilà. Et jusqu'à un craquage, complet en février 2021, donc arrêt de travail et là, le fait de, bah, de s'arrêter, alors toujours accompagnée par ma prof de yoga, hein, que j'avais pas lâché entre-temps, d'être accompagnée, de prendre du recul, écrire aussi, ça m'a beaucoup aidé. Écrire, faire une chronologie vraiment de tout ce qui s'était passé et de mettre des mots sur les faits, les sensations, les ressentis, voilà, ça m'a vraiment aidé à y voir clair et là, j'ai compris que, bah, psychologiquement, j'étais complètement, détruite par ce directeur et par ses manigances, quoi, que j'ai supportées de juin, 2020 à février 2021. Et donc là, beh, j'ai eu, le parcours classique, médecin traitant d'abord, psychiatre, psychologue, pendant plus d'1 an. Toujours le yoga, voilà. Hem, donc voilà, moi la douleur, je l'ai expérimentée vraiment, psychiquement, heu et heu et aujourd'hui, mes désirs, c'est vraiment de pouvoir, faire profiter à des soignants, soignantes, de ce que peut apporter une prise en charge un peu différente,
qui va pas se contenter justement de s'adresser au corps, mais de faire le lien corps et esprit et là, ça a été mon salut. Merci Laurence. Alors, Fabienne, si tu nous entends, si tu es là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis de ta sensibilité, de la douleur? Du coup, oui, je suis assez touchée par ce que je viens d'entendre. Je suis quelqu'un d'hypersensible maintenant. Donc, la douleur, c'est un peu compliqué pour moi parce que la douleur, elle fait partie intégrante de mon corps entier, en fait, maintenant. Le rapport que j'avais avec elle quand j'étais professionnelle de santé, elle était très théorique. Parce que nous avons comme mission d'évaluer la douleur. Ça fait partie des paramètres obligatoires, comme on peut prendre la tension et tout ça. Donc, différentes échelles, hein. Moi, j'ai travaillé dans plein de services différents, mais la douleur était toujours évaluée. J'ai travaillé notamment en oncologie digestive, donc la douleur, qu'elle soit physique, psychique, où là, le corps, il est abandonné. Voilà, la maladie ronge le corps et l'esprit. Donc, j'ai travaillé plusieurs années. Donc, effectivement, ça m'a, comment dire, beaucoup sensibilisée à la douleur, qu'elle soit physique, psychique. Donc, j'ai fait beaucoup de formations à cette période-là quand j'étais en oncologie. Ça m'a beaucoup servi après dans tout mon cursus professionnel. Parce que c'est là que j'ai compris que la douleur, elle est hyper difficile à évaluer quand on est patient. Maintenant que je suis moi aussi malade, je palpe complètement cette difficulté. Donc, dans mon parcours de soins, mon parcours professionnel, je vais finir là-dessus d'abord. J'ai ensuite travaillé beaucoup avec beaucoup de personnes âgées en SSR, donc personnes âgées ou alors des gens qui sortaient de chirurgie, donc des gens très douloureux, plus physiquement. Donc là, c'est des douleurs qui sont plus soignables, médicamenteusement parlant. Ensuite, j'ai travaillé dans une UCC, où là, je me suis beaucoup investie. C'est donc une unité cognitivo-comportementale, où là, par contre, on est face à de la douleur difficile à faire parler par des gens qui ont des troubles démentiels, qui ont des troubles du comportement, où c'est très compliqué. J'ai dû m'adapter. Après, on met plein de petites choses en place pour savoir si les gens ont mal. Qu'en fait, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours un rapport à la douleur qui faisait partie prenante de mon quotidien de soignante. Comme l'humeur, en fait, je trouve. Voilà. Maintenant, dans mon parcours de soins, il m'atteint complètement, que ce soit dans la souffrance. Elle m'atteint complètement, non, que ce soit de la souffrance physique, psychique. C'est très compliqué. Ça a commencé par un burn-out en 2019. Mon corps m'a complètement lâché, hein, le burn-out, où vous tombez et vous vous relevez pas. J'avais des douleurs depuis longtemps que j'ai essayé de soigner, hein, comme tout le monde, kinésithérapie, acupuncture. J'ai fait quoi? Somatopathe. Je crois que j'ai fait j'ai fait plein de choses. Bon, j'ai très vite arrêté les médicaments tels que anti-inflammatoires et tout ça. Donc ça, c'était ma vie douloureuse avant le burn-out. Et puis, après le burn-out, par contre, du coup, de plus pouvoir du jour au lendemain rien faire. C'est ça, un burn-out, hein. Si vous prenez un mur, vous tombez. Ça fait vraiment un oiseau qui se prend Vous êtes en plein vol, c'est comme les oiseaux, ils se prennent des fois les vitres, vous voyez l'image que je souhaite donner. Vous êtes en train de voler, il y a une vitre, l'oiseau il se prend la porte, enfin la vitre, et vous tombez, il tombe, il est sonné.
Eh ben, c'est ça un burn-out. En fait, vous prenez un truc et puis bah, vous tombez et vous n'êtes pas capable de vous relever. Enfin, tout vous abandonne. Donc, bah, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Moi, j'ai pointé un jour en partant du travail et je suis jamais revenue en fait. Enfin, si, mes 3 ans et 5 mois après. Ça a été d'une violence extrême pour moi. Je suis quelqu'un de très dynamique, très sportive. Enfin, je dis je parce que j'étais, mais voilà, j'aime pas le mot j'étais. Ça fait partie de moi. Voilà, ça fait pas. Je suis quelqu'un de sportive, de dynamique, d'active. Et puis, ben, en fait, du jour au lendemain, je me suis écroulée, je suis restée allongée. Et puis, bah, voilà, ça a été la descente aux enfers, en fait, hein. De plus pouvoir rien faire du jour au lendemain, enfin, moi, je compare ça souvent à un tsunami intérieur, en fait, hein. Moi, ça m'a complètement dévastée à l'intérieur. Moi, j'étais complètement impuissante, en fait. Donc, c'est les médecins qui ont pris les choses en main. Enfin, on n'est plus en capacité de savoir ce qui est bon pour soi ou pas. On est complètement, mais c'est comme si tous les fusibles avaient sauté, quoi. Mm. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, quoi. C'est vraiment juste sortir de son lit et par exemple, moi, je dors à l'étage, descendre les escaliers, vous avez une tachycardie à 120 comme si vous veniez de faire un footing, quoi. C'est le moindre effort et une montagne à franchir. C'est vraiment terrible. Voilà, ça, c'était le burn-out. J'ai ma vie avant tout ça et j'ai ma vie après. Bon, ma vie pendant, elle est faite de souffrances psychologiques, physiques. Maintenant, la souffrance psychologique, elle est moins présente, elle est non, quasiment plus présente. Par contre, je souffre toujours physiquement. Merci Fabienne. On va écouter Sylvie. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et évoquer un peu la présence de la douleur dans ton travail et ton parcours. Alors, eh bien, moi, j'ai 55 ans et ça fait 21 ans que je suis infirmière en psychiatrie. En fait, c'est une reconversion. Auparavant, j'étais couturière. Et en fait, j'ai rencontré la psychiatrie au détour de la formation. Ça a été vraiment une découverte pour moi. Et donc, en fait, je travaille actuellement, enfin, je suis en arrêt, mais sinon, actuellement, normalement, je travaille en service de psychiatrie en extra-hospitalier. Je travaille dans un CMP 3 jours par semaine. Et là, je fais des consultations de patients névrosés, mais principalement quand même beaucoup de patients psychotiques chroniques. Et les 2 autres jours, je travaille en hôpital de jour, là auprès de principalement des gens du type schizophrénie, enfin pareil, hein, psychotique chronique, autour d'activités, autour d'entretiens. Au niveau douleur, principalement bien sûr dans l'activité, mais comme on peut le connaître en psychiatrie, c'est les douleurs psychiques. La douleur psychique des patients, notre propre douleur en tant que soignant, en tant que personne. Douleur psychique parce que d'accompagner des gens dans cette souffrance-là, on a beau être dans l'empathie, essayer de garder une distance, on est confronté quand même à des gens qu'on suit sur des longues durées. Avec, en dehors de la pathologie, ce sont des personnes avec des vécus aussi au quotidien d'accompagnement compliqué, avec des pathologies associées. Et bon, c'est pas toujours évident d'accompagner, on se sent souvent un peu démuni. Ce qui a été surtout aussi douloureux, c'est de perdre les patients qui vieillissent, qui décèdent. Et on a beau se dire, on met une barrière, ça y est, c'est parti. C'est dur. Mais voilà, on crée des liens. Et puis au niveau des douleurs, des difficultés, je dirais, au quotidien dans les services, ce qui est difficile, c'est que dans notre formation, on apprend à être soignant, on apprend à accompagner, à soigner les gens, les patients. Et ce qu'on n'apprend pas, c'est le travail en équipe, la difficulté de comment se placer dans cette dynamique de groupe très complexe, avec des choses qui se répètent au fur et à mesure des années, parce qu'avant de travailler en psychiatrie adulte, j'ai travaillé aussi en intra-hospitalier, en hospitalisation en hôpital psychiatrique, après en pédopsychiatrie, et à chaque fois, les difficultés que je rencontrais, en tout cas, ce qui était le plus difficile, c'était pas d'accompagner les soignants, les patients, voilà, un lapsus peut-être, c'était pas d'accompagner
les patients en soi, même si c'est un travail difficile, mais c'est un travail qu'on choisit, c'est un travail pour lequel on est formé, par lequel on peut se spécialiser, apprendre toujours, apprendre encore. Mais quand on est face à des équipes avec des clivages, avec un manque d'encadrement, avec des prises de pouvoir, avec voilà, des incompréhensions, des difficultés de collègues qui n'ont pas le même avis, mais au lieu de rester sur un point de vue professionnel, vont quelque part se sentir agressés par les propos des uns des autres, personnellement. C'est pas... Et moi, j'ai beaucoup, en fait, eu l'impression d'assister à ça et dans un premier temps, voulu gérer un peu, quelque part, essayer d'être la Suisse, comme dirait ma fille, entre guillemets, la Suisse, parce que je faisais ça aussi dans mon quotidien auprès de mes proches, dès qu'il y avait un conflit, quelque chose, j'avais toujours peur du conflit, et donc j'essayais toujours d'arrondir, d'amortir les choses. Et suite à une période un peu compliquée comme ça, aussi bien professionnelle que personnelle, je suis tombée, moi, en 2015, dans j'appellerais pas ça un burn-out, même si ça ressemble beaucoup à un burn-out, mais je suis tombée, c'était un ensemble de choses qui n'allaient pas chez moi dans mon mode de fonctionnement depuis l'enfance, des choses que je traînais, des casseroles que je traînais, un sac lourd, et puis je faisais avec, parce que je pensais bien faire avec, on pense bien faire, et au final, en 2015, c'est là où tout s'est déclenché. J'ai commencé à avoir des crises de panique lors d'un appel téléphonique, un banal appel téléphonique de ma fille, etc. Enfin, d'un seul coup, une grosse panique, des angoisses massives. Et puis, il fallait que je bouge dans la pièce, je devenais blême. Enfin bref, j'avais du mal à reprendre le contrôle des choses. Donc, j'ai consulté. Et là, en fait, on m'a mis sous antidépresseur, en me disant, c'est un médecin que je connaissais depuis longtemps, qui m'a dit, bon, il est peut-être temps de faire attention à soi. Et j'ai commencé le traitement, tout en travaillant. Et puis, au bout de quelques jours, j'étais en vacances. Et là, un matin, je me lève. Et là, ça explose. Mon fils m'appelle, me dit « Maman, ça va ?» banalement. Et là, je réponds « Non, ça ne va pas » et je me mets à hurler dans la maison. J'ai explosé, moi qui suis assez discrète en temps normal. Et là, je me suis mise à hurler dans la maison. En fait, plus rien n'avait de sens. J'avais l'impression de vivre un tsunami, l'impression qu'une chose terrible arrivait, qu'il arrivait du mal à mes enfants ou qu'il pouvait y avoir un danger imminent, catastrophique. Donc, la crise de panique, là, c'était une douleur intense. Et puis, suite à ça, c'est vers qui se tourner, parce que les collègues, enfin, les urgences psychiatriques, c'était mes collègues. Donc, manque de moyens, manque de médecins qui va pouvoir... Donc, je me suis dirigée vers l'hôpital psychiatrique un petit peu plus loin, où là, on m'a pris aux urgences et j'ai vu un interne. Bon, et puis, ça a été le début d'une bataille, tout en étant complètement amorphe, parce que là, en effet, j'étais aussi, moi, comme Fabienne disait, dans un moment où là, le corps ne répondait plus. L'esprit ne répondait plus, parce que aussi j'ai été sédatée, du coup, parce que j'étais quand même... Le temps de trouver un traitement, ça a mis 6 mois, ensuite une hospitalisation en clinique psychiatrique. Donc, passage derrière la barrière, où là, on se trouve face à des collègues, même si je ne les connaissais pas, je connaissais leur métier, je connais leur travail. Et là, se retrouver face à des patients, enfin avec les patients, où là, on sent la solidarité. Je le sentais déjà auprès de mes patients, entre eux, il y a une solidarité, surtout en hôpital de jour, il y a des choses comme ça. Et là, d'être de l'autre côté, tout en étant en difficulté, c'était pas forcément simple de se positionner, pas forcément simple de trouver sa place de patient à ce moment-là, en sachant que les patients, on se parlait beaucoup et certains me disaient des choses. Et moi, du coup, j'avais un écho de soignants qui disaient mais il faut le dire à l'infirmière, il faut le dire au médecin. Alors, je les insistais, je dis, c'est pas moi qui vais servir de porte-parole, mais je dis, mais dis-le au médecin que tu ressens ça, mais non, je n'ose pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais je dis, mais dis, en fait, voilà, j'étais dans cette place un peu, surtout le temps de l'hospitalisation, c'était vraiment, sur le coup, très dur, bénéfique, très bénéfique. On a trouvé un traitement au bout d'1 mois et demi, enfin ouais. Et puis là a commencé ma reconstruction avec psychothérapie, même si je l'avais commencé déjà un peu avant. Et quelques mois après, j'ai commencé aussi l'hypnose. Et ça, c'était une grosse découverte, grosse découverte, où j'ai fait un voyage intérieur extraordinaire, dans tous les sens du terme. Et
Là, ça a été, alors que j'y croyais pas trop, hein, j'y suis allée par dépit, parce que je trouvais que prendre des médicaments, ok, mais j'avais besoin d'autre chose. La thérapie, ok, j'avais compris plein de choses, mais il me manquait comment changer mes automatismes, en fait. Comment sortir de cette autoroute où, du coup, il y a des automatismes de fonctionnement qui sont là depuis longtemps, avec des systèmes de défense, avec des croyances, avec plein de choses. Et puis là, l'hypnose m'a permis de prendre une voie secondaire. Déjà, ça va moins vite, c'est moins je fonce. Et puis, c'est plus prendre le temps aussi et découvrir autre chose, quoi. Un autre fonctionnement. Donc voilà. Et puis ça, c'est le parcours. Voilà. Donc au final, j'ai réussi à sortir de ces difficultés. Ça a duré 3 ans, 4 ans, vraiment pour avoir une complète renaissance, je dirais, et m'être retrouvée pleine et entière. C'est vraiment ça, pleine et entière, grâce à l'hypnose en particulier, associée à la psychothérapie, bien sûr. C'était un complément. Je faisais vraiment quelque chose, je faisais une sorte d'enquête sur moi-même, d'enquête sur ce qui ne fonctionnait pas. C'était très intense. J'en suis sortie, grandie. J'ai repris le travail quand même au bout de 10 mois, très vite, en étant thérapeutique. Et là, face aux patients, alors j'étais déjà très empathique, mais face aux patients, je trouvais que, surtout dans les entretiens individuels, il y avait cette empathie qui était toujours là, mais je voyais dans le retour des patients que c'était authentique, en fait, qu'ils sentaient à quel point je pouvais connaître, certainement dans mes reformulations ou dans mes questionnements, il y avait des choses qui étaient associées à ce que j'avais moi vécu, et en fait, je m'en servais. Et je trouvais que du coup, les patients se sentaient vraiment compris, mais vraiment à 100%. Enfin, certains ont pu me le dire, mais c'est étonnant parce qu'avec vous, on a vraiment l'impression que vous comprenez tout. Vous comprenez tout. Et ça, c'est une richesse, c'est impressionnant. C'était presque même un peu gênant, parce que je me dis, c'est presque gênant, j'espère ne pas déraper. En fait, c'était difficile de ne pas dire, mais moi j'ai vécu, je sais, j'avais très envie des fois de me dire, et que c'était douloureux tout ça, mais ça donnait l'espoir, en fait. Je pense que je donnais l'espoir, en fait, qu'on pouvait s'en sortir. Et puis tout ça, bah voilà, ma vie professionnelle a repris son chemin, j'ai repris mon travail au niveau des équipes, j'ai pris beaucoup plus de distance tout en étant là, mais je voulais plus réparer qui que ce soit, en fait, j'étais pas là pour ça. Et ça n'a pas toujours été très simple parce que les choses se répètent et tout ça, mais j'arrivais, c'était devenu automatique maintenant. En fait, c'était un apprentissage que j'avais pu acquérir et du coup, j'ai pu prendre la distance. Et puis bah là, malheureusement, depuis 1 an, je bricole pour autre chose. Rien à voir. Et j'ai un problème au fil des mois. On a cherché, j'ai commencé par des vertiges, des pertes d'équilibre, sensations ébrieuses. Alors que tout allait bien, j'ai été arrêtée, stoppée net dans ma profession. J'étais à fond dans mon boulot. J'ai même eu du mal à m'arrêter parce que bah, ça allait bien. Enfin, c'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Et puis j'ai vu mon médecin traitant, puis un ORL, et puis après des examens, et puis neuro, et puis au final, en 1 an, avec des examens à gogo, ce qui est long. Là, c'est de nouveau, ce qui est dur, c'est de se retrouver de nouveau en position de patient. Mais le patient porte très bien son nom, parce qu'aussi bien dans ma période de psy que ma période actuelle, d'attendre sans fin, des diagnostics potentiels, des résultats potentiels d'examen, des dates d'examen, des dates de consultation. C'est d'une lourdeur, ça rend malade. Psychiquement, ça peut rendre malade. Donc, je me fais étayer aussi pour autre chose, pour ça, dans ce contexte-là, parce que je perds des moyens, parce que je ne sais pas quel sera mon avenir. Je vois que tout petit peu par petit peu, ça me grignote. Et a priori, c'est neurologique. J'attends là, justement, mon rendez-vous de la semaine prochaine pour finaliser le diagnostic qui, a priori, ça s'apparente à une ataxie cérébelleuse, donc c'est chronique. Ça ne se soigne pas, on ne sait pas la cause. Est-ce que c'est une cause traitable? Est-ce que c'est génétique? Enfin, il y a plein de questions, toutes ces questions, tout ce que les patients se posent comme question sur est-ce qu'ils vont s'en sortir. Et ben moi, je me les pose aussi aujourd'hui. Je pense que le chemin que j'ai fait il y a 8 ans maintenant, enfin tout ce parcours, m'aide aujourd'hui, dans le sens où je suis plus sereine, plus complète, plus entière, et je me connais mieux. Et je connais mieux mes ressources, donc ça m'aide psychologiquement à lever la tête, même si entre deux, bah, je tombe. Mais c'est pas grave, je sais qu'en pleurant un bon coup, en reprenant du temps, en se reposant, je remonte. C'est pas grave, c'est très bien de pleurer.
Ça évacue, ça permet de souffler, respirer et de reprendre un peu le souffle à la vie, de se dire: «Bah, voilà, j'ai encore mes bras, j'ai mes jambes, j'ai ma tête», même si les choses fonctionnent moins bien et différemment et que d'un jour à l'autre et d'un moment à l'autre, ça change. Mais je m'accroche. En attendant, encore, patiente, patiente. Merci Sylvie pour tes mots et ton partage. Alors, Christelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cheminement à toi par rapport à ta prise en charge, ton travail, à la douleur? Oui, bonsoir, moi c'est Christelle, donc j'ai 49 ans, ça fait 15 ans que je suis infirmière. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait que des vacations parce que c'était un choix de parcours avec mes 2 enfants déjà. Enfin, donc voilà, donc je travaillais en vacation, donc au rythme que j'avais envie, m'a assez soutenue quand même parce que bon, il fallait ramener de l'argent à la maison et puis on peut avoir des douleurs physiques parce que moi la douleur elle est physique chez moi, essentiellement. Mais on passe outre. On est là pour les patients. Donc moi, j'ai travaillé en SSR pratiquement tout le temps. Donc c'est un service de suite et de rééducation en fait. Alors moi, j'ai fait que de l'ortho. Pour le coup, pas de neuro, pas de cardiaque. Donc bah, l'ortho, c'est de la chirurgie réparatrice de hanches, de genoux, d'épaules, de dos essentiellement, donc des douleurs physiques chez ces gens-là. Et tu commences ta journée, voilà, à prendre une tension, une température, à demander comment vous allez, comment avez-vous mal aujourd'hui, de 0 à 10, l'échelle de la douleur. Et des fois, j'avais des patients qui me regardaient en souriant et qui me disaient, mais j'ai mal à 7 aujourd'hui. Et là, tu te dis, mais tu peux pas sourire et dire j'ai mal à 7, c'est pas possible. C'était contradictoire. Et puis bon, tu continues, voilà. Et la vie avance. J'ai eu un troisième enfant, j'ai déménagé, j'ai fait d'autres services, essentiellement en vacation aussi. Donc j'ai fait du domicile, beaucoup en SIAD. Donc c'est le service de soins à domicile. Euh, et puis j'ai fait aussi un petit peu d'EHPAD, donc avec des personnes âgées. Et puis là, je commençais à plus pouvoir, moi, porter mes patients. C'est compliqué de porter. Mes collègues me disaient, t'es lente, Christelle, on ne comprend pas pourquoi. Moi, je mets une demi-heure chez cette dame, toi, tu mets 45 minutes, c'est pas normal. Je dis, ouais, mais je sais pas, j'ai mal. Enfin, voilà. Et j'avais une douleur qui arrivait, qui devenait un petit peu chronique quand même au bout du temps. Et je consultais, faisais des radios, des scanners, des IRM, il n'y avait rien, j'avais rien. Alors à un moment donné, tu te dis, c'est psychologique ta douleur puisque tu te l'as créée. Si tu n'as rien à la radio, c'est que tu n'as rien. Et j'ai eu un premier arrêt en 2013 et finalement, c'était sûrement mon canal carpien, voilà, qui remontait jusqu'à l'épaule. Bon, pourquoi pas. Donc j'ai été opérée du canal carpien. Je suis retournée travailler et puis non, j'avais mal. Donc voilà, bon, je faisais des pauses comme ça entre chaque mois de travail pour avoir moins mal à mon épaule, parce que c'était mon épaule au départ qui me faisait souffrir. Et puis je me suis mise en CDI pour faire un prêt maison, parce que voilà, il faut pour avoir un prêt, être en CDI. Donc j'ai signé dans un foyer d'accueil médicalisé, donc avec des personnes polyhandicapées, très lourdement handicapées. Et je travaillais de nuit. Et une infirmière de nuit, dans ce genre de centre, fait beaucoup de changes, donc porte. Et plus j'avançais dans les nuits, plus j'avais mal à mon épaule, ça me remontait même jusqu'à dans la tête, ça me tirait, enfin, c'était des douleurs, c'était très douloureux. Et j'avais mal dans ma hanche, enfin, je commençais à avoir mal dans le corps, vraiment très, très physiquement, ça devenait douloureux. Les fins de nuit, je traînais. Et du coup, mon médecin m'a dit, mais peut-être tu as une tendinite, donc on va faire une IRM pour voir si tu n'as pas une tendinite de l'épaule. Donc on est parti en 2015 sur une tendinite de l'épaule, donc arrêt de maladie. Et tendinite avérée. Et puis elle se soigne pas. Et puis la douleur, là, elle devient aussi psychique parce que tu travailles plus. Et c'est compliqué de pas travailler, surtout quand tu es dynamique,
et de ne pas savoir pourquoi ta douleur, elle passe pas. Tu vas voir les médecins de la douleur, tu prends des médicaments, tu prends plein de médicaments, tu fais plein d'essais, en fait, tu es le testeur. C'est un peu comme ça que tu le vis parce que celui-là fonctionne pour en t'en donner un autre, celui-là fonctionne pas. Enfin, et, et rien fonctionne et on ne sait toujours pas ce que tu as, en fait. Et donc voilà, donc c'est très compliqué de vivre ça, en fait. Donc psychiquement, tu t'enfonces aussi. Et c'est pas bon, quoi. C'est ouais, c'est très difficile à vivre, surtout quand tu n'as pas de soutien, en fait. Tu as beau être marié, tu as beau avoir des enfants, tu n'as pas de soutien. Ça marche. Merci Christelle. On va terminer avec Myriam et ensuite on va parler un petit peu des pathologies. Moi, je suis infirmière, j'ai 57 ans. J'aime à dire que je suis femme, mère, grand-mère, et donc infirmière et praticienne en hypnose. Et infirmière de 35 ans avec 25 ans de nuit en pédiatrie, néonatologie et urgence pédiatrique. Et puis après, je suis passée de jour pour des raisons familiales et j'ai travaillé en chirurgie ambulatoire et puis en chirurgie suite à un accident de travail, je suis tombée. Et donc, mon épaule, là aussi, a bien voulu me lâcher. Et donc, l'histoire a duré 7 mois. J'ai repris dans un service où c'était plus adapté pour moi, sans forcément porter les personnes, sans forcément... Enfin, voilà. Et je crois que ça a été peut-être la pire année de ma vie en termes professionnels. Et à force de batailler, eh ben, j'ai retrouvé mon service de pédiatrie grâce à la surveillante que je connais bien et qui avait besoin de moi de manière, voilà, enfin, de temps en temps. Et comme personne ne voulait aller travailler en pédiatrie, bah forcément, moi, j'étais toute contente de pouvoir travailler et aller faire ces remplacements. En marge, quand j'ai eu mon certificat d'hypnose, enfin de praticienne en hypnose, donc c'est hypnose médicale et hypnoanalgésie. Et là, on sait que l'analgésie, voilà, ça prend tout son sens par rapport à la douleur. Et donc, je vais dire un peu enfin, ce dont je suis spécialisée, enfin, en quoi je suis spécialisée par rapport à l'hypnose, parce que en fait, ça prend tout son sens pour la suite. Donc déjà en pédiatrie, puisque pour la douleur chez les enfants et l'accompagnement lors des soins. Je suis aussi spécialisée en hypnose et obstétrique et je suis spécialisée aussi en accompagnement en oncologie. Et là, on arrive à boum, l'année dernière, lors d'un examen de routine, j'ai envie de dire, hein, la mammographie, à 57 ans, là, je suis en plein dedans. Donc voilà, je vais faire passer ma mammographie avec une petite appréhension quand même, je ne savais pas trop comment la mesurer, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et cancer du sein, voilà. Et là, vous êtes pris en charge, voilà, je pense que quand on me l'a annoncé, bah oui, cancer du sein, ok, bah oui, bah faut faire les trucs et machin, et vous êtes voilà, et vous êtes parti dans un espèce d'engrenage comme ça, médical, chirurgical, puisque moi ça a été la première chose qui s'est passée pour moi. Et pour la douleur, et ben curieusement, enfin, je n'ai pas eu spécialement mal. Psychologiquement, c'est venu après aussi. Et j'ai utilisé ce que je savais faire. Donc, en fait, je me suis accompagnée toute seule avec l'auto-hypnose. Et je vous avoue que ça a été formidable pour moi parce que ça m'a permis d'avancer assez vite. Et puis après, ben voilà, la radiothérapie, etc. Et puis tout le chemin pour arriver à aujourd'hui. Ça fait 13 mois que je suis arrêtée. Et normalement, je reprends un temps partiel thérapeutique, très exactement le 3 mars. On croise les doigts et je travaillerai. Donc, je retrouve mon service en pédiatrie et en néonatologie et un petit peu les urgences pédiatriques aussi. Bon, pas beaucoup, un peu moins que j'aurais. Enfin voilà. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça fait rien, c'est un début. Et par rapport à la douleur, moi j'ai toujours été extrêmement sensibilisée à ça, puisque en marge de mon travail, quand le nouvel établissement dans lequel je travaille a ouvert, on m'a proposé de créer une équipe de soins de support et de faire entrer l'hypnose dans l'établissement. Et alors là, moi, waouh, Noël, enfin tous les jours, hein, donc c'était formidable. Et ça m'a permis donc d'avoir un mi-temps en hypnose et un mi-temps en chirurgie ambulatoire à l'époque et d'avoir pu accompagner toutes les personnes qui étaient soit en stress opératoire, donc les accompagner comme ça, pour la douleur également, quelle que soit l'intervention, de pouvoir mettre en place plein de choses, des ateliers pour les futures mamans et les accompagner le jour où elles accouchaient.
Et puis d'accompagner donc tous les enfants pour certains examens qui étaient quand même invasifs, on va dire. Et donc c'était super. Et j'ai accompagné, entre autres, ces femmes qui se faisaient opérer d'un cancer du sein. Et ben voilà, il y a un an, je suis passée de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. Moi, j'aime à dire ça parce que c'est vraiment ça. Et des fois, je dis, ben voilà, moi, je suis la soignante soignée. Et, euh, et ça m'a permis de mettre le doigt sur des choses peut-être que je connaissais, mais qui n'étaient pas forcément vraiment c'était pas forcément, oui, enfin, très, très, très présente, quoi, qui méritait d'être approfondie. Et c'est là où je me suis dit que finalement, même si on mettait tout son cœur à travailler, que ce soit en tant qu'infirmière, que, voilà, peu importe le métier que l'on fait quand on est professionnel de santé, finalement, quand on passe de l'autre côté du miroir, c'est une toute autre affaire et on se rend compte de tous les manquements. Et là, moi, je reprends ce que tu disais, Nina, c'est que ben, voilà, il y a pas mal de manquements au niveau du système de santé et voilà, que j'ai mis le doigt un peu dessus quand même, voire même beaucoup. Donc la douleur pour moi, elle est physique évidemment est très importante. Et puis ben voilà, forcément voilà, dans le cas de ce cancer qui est venu taper à ma porte, eh bien elle a été psychologique aussi, hein, forcément, parce que c'est un peu genre tsunami, ça vous prend par en dessous, la vieille vague de Biarritz là-bas, et hop, là, ça vous fauche. Et vous ne savez pas trop. Et vous avez une place différente aussi. Ça aussi, ça compte quand on est soignant. Vous êtes du côté soigné. Et vous avez cette place. D'ailleurs, Sylvie l'a très bien dit, parce qu'en fait, on se retrouve soigné, mais en même temps, vous avez cette expertise ou ces compétences professionnelles qui viennent un peu aussi, peut-être des fois parasiter. Moi, je suis sûre que des fois, ça m'a parasité, mais en même temps aussi, ça m'a permis d'avancer peut-être plus rapidement qu'une autre femme, je ne sais pas. Donc voilà, pour la douleur, en tout cas, je ne peux pas dire vraiment que physiquement, ça a été compliqué, à part ces petites douleurs neuropathiques qui me chatouillent encore maintenant, et je suis prise en charge dans un service antidouleur, justement, et voilà, je suis très bien accompagnée parce que j'ai été chercher et gratter un peu à toutes les portes pour pouvoir justement bénéficier de ce service-là. Et ça aussi, ça a été aussi pour moi une chance, mais je pense que tout le monde n'a pas cette chance-là, justement. Et que quand on a mal, eh bien, on aimerait bien tomber sur des gens sur lesquels moi je suis tombée et qui vraiment m'ont aidé, qui m'aident toujours quoi, par rapport à ces douleurs qui sont persistantes. Ben, merci déjà pour ce premier tour de partage. Alors, je vais parler en tant que 8e soignante. Comme ça, on aura bien clôturé les 8 femmes du 8 mars du collectif. Moi, je suis aussi, j'ai des maladies chroniques et la première fois que j'ai rencontré la douleur, c'est avec une patiente, j'étais en 2e année de sage-femme, qui était là depuis plus de 24 heures avec ses douleurs de contraction. Et je travaillais dans un service qui était bondé on fait beaucoup d'accouchements par an au CHU de Lille. Et quand elle a sonné, tout le monde n'en pouvait plus. Et puis moi, j'arrive et là, en fait, elle me hurle dessus. En fait, je prends pour tout le monde et elle me traite vraiment d'incapable de soigner, de l'accompagner avec sa douleur et de pouvoir la soulager. Et je me souviens que je suis sortie de là, de sa salle, mais traumatisée, en me sentant vraiment incapable. Et là, j'ai dû revoir mon histoire. Je rebondis sur ce que Sylvie disait justement. Mais qu'est-ce qui fait que dans mon histoire, je suis devenue incapable de soigner la douleur de l'autre? Pourquoi je ne suis pas empathique? En fait, c'est ça que je croyais qu'elle me disait. Donc, j'ai passé le reste de mes études de sage-femme à vouloir comprendre le parcours des femmes et surtout à me dire, mais tiens, c'est peut-être parce que tu n'as pas grandi avec ta mère que tu ne sais pas ce qui se passe dans le corps d'une femme qui a mal parce qu'elle ne te l'a pas dit. Et en m'inscrivant dans ce postulat, j'ai commencé à me dire, mais comment fonctionne un corps? Et c'est là que le yoga est un peu arrivé avec un peu plus d'éclaircissement, de se dire, mais si on explique à une femme que si elle est assise comme ça, eh ben, elle comprime ses ovaires, et ça peut se passer, ainsi de suite. Si elle a porté son bébé du côté droit, elle peut avoir des rhumatismes quelques mois après, ainsi de suite. Donc j'ai commencé vraiment à comprendre un peu ça, et la respiration dans le corps, et comment ça pouvait créer de l'espace, et plutôt le fermer. Et quand mes maladies sont arrivées,
la cascade, hein, parce que j'ai 3 maladies chroniques là qui sont en rémission. Quand le lupus est arrivé, et qu'en fait c'était d'abord la fibromyalgie, le lupus, et puis qu'on se rend compte que j'avais déjà ces douleurs avant, ce qui m'a vraiment moins intéressée dans ma quête, c'était de me dire, OK, eh ben, j'ai 3 maladies chroniques, j'ai donc 3 types de fonctionnement de douleurs différentes. Eh ben, il va falloir que je les connaisse parce que cocotte, si tu ne veux pas te créer des schémas d'angoisse, d'appréhension, de kinésiophobie, il va falloir que tu saches quelle maladie est en train de dire oh, 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 attention, sinon je débarque. Et donc voilà, tout mon procédé en fait a été en observant, en accompagnant notamment les femmes qui avaient des douleurs, de me rendre compte quand on m'a diagnostiqué mon endométriose que finalement ce que je faisais à d'autres femmes sans me rendre compte était utile. Et c'est ça qui est dans vos parcours aussi intéressant, c'est comment est-ce que finalement on se réapproprie notre propre histoire pour servir l'autre et être là d'une autre manière et développer, je pense que c'est peut-être, vous avez toutes parlé de ça, de l'empathie. Est-ce que pour vous, donc vous allez pouvoir remettre au micro pour répondre, est-ce que pour vous on peut parler de douleur de soignants? Est-ce que les soignants ont une douleur qui finalement est peut-être sourde, masquée? Est-ce que c'est propre aux soignants qui soignent les autres et qui, enfin je sais pas, est-ce que ça vous... Enfin, moi, je me pose cette question-là. Est-ce que les soignants ont une douleur qui est propre à eux parce qu'ils sont dans le soin? Je ne sais pas si elle est propre à nous, mais une chose est sûre, c'est que c'est pas quelque chose que l'on écoute tout de suite. D'ailleurs, on est nombreuses à l'avoir dit. En fait, c'est pas quelque chose que l'on écoute parce qu'en fait, je pense qu'on a une résistance aussi à la douleur. Et quand ça nous arrive dessus, même si on est hyper empathique vis-à-vis de la douleur des autres, en fait, on n'est absolument pas empathique vis-à-vis de la nôtre. Et peut-être que c'est ça la douleur des soignants. Mais c'est vrai que quand on écoute dans les services, en fait, c'est presque, je ne dis pas que c'est les équipes de Tamalou ou de Bobo, j'ai Bobo là, mais c'est vrai que quand on se parle entre nous, souvent, ben oui, on a bien au moins une ou deux qui disent, ben, oh là là, aujourd'hui, le dos, le machin, le truc, mais en fait, et on continue quand même. Donc, en fait, peut-être qu'effectivement, il y a une douleur de soignante, et quand elle est identifiée, c'est soit c'est le cordonnier qui est mal chaussé, ou alors, ben, on prend le taureau par les cornes, et puis ben, on y va, quoi. C'est bien. Tu en penses quoi, Laurence? Effectivement, c'est une histoire de d'où on porte son attention, en fait. Et tant qu'on travaille, on porte essentiellement son attention aux autres. Et comme je l'ai dit, moi, voilà, la douleur de mes patients, en début de séance, en fin de séance, pendant un exercice, etc. Et je ne m'autorisais pas, assez inconsciemment, hein, certainement, je ne m'autorisais pas à apporter une attention à l'intérieur de mon corps et de mon esprit. Heu, donc c'est venu petit à petit aussi, voilà, moi aussi à travers le yoga, où j'ai commencé à me rendre compte effectivement, que dans certains accompagnements, dans certains transferts, je pouvais me faire mal à une épaule, je pouvais me faire mal au bas du dos, quand j'avais fini ma journée à la fin, en sortant de la clinique, quand je m'asseyais dans mon siège d'automobile, je sentais tout le bas du dos qui était mais douloureux, douloureux. Il fallait que je me cale, je pouvais pas démarrer tout de suite, il fallait que je me cale dans mon siège Waouh. voiture, voilà. Et ça m'a c'est vrai qu'il y a eu quelques fois, je me suis dit: «Mais pourquoi quand même? Il y a un truc qui va pas là». Mmh. Et vraiment, ouais, c'est avec le yoga parce que je faisais de la natation, mais ça suffisait pas, hein, visiblement. Et c'est avec le yoga que j'ai vraiment su, mieux m'observer. J'ai même changé mes postures. Pourtant on fait de l'ergonomie, hein, dans nos études, mais j'ai fait bien plus attention. J'avais un meilleur schéma corporel aussi, Mmh. je faisais attention quand même la façon de pousser un fauteuil roulant, de 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 d'enlever les freins, remettre les freins, enlever les cale-pieds, remettre les cale-pieds, voilà. Tout ça, c'était des choses auxquelles je prêtais pas attention parce qu'il fallait faire vite et que le patient était pas bien et qu'il avait vite Mmh. besoin de reposer ses pieds et cetera. Moi, je m'oubliais complètement et quand j'ai commencé à apporter mon regard, en dedans quoi, hein, et à m'observer, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée dans ma Mmh. pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, Fleur, tu penses que dans ce parcours encore, puisque tu es dans l'errance, hein, enfin, Christelle nous dira un petit peu comment son errance est aussi terminée. Est-ce que tu te sens
On parlait de la place du soignant qui a mal, qui ne sait pas trop ce qu'il vit. Est-ce que tu es dans cette errance de place aussi et en même temps de diagnostic et en même temps de médecin? Est-ce que tu perçois toute la douleur du soignant qui devient malade Ouais, et qui... ouais, complètement. Complètement, ce qui me fait enfin là, j'avais envie d'intervenir, aussi parce que ce que je vois dans la douleur du soignant, puisqu'on la questionne, est-ce Mm, qu'elle existe? On est là pour le 8 mars, je vois des douleurs de femmes et les douleurs de femmes sont très silencieuses parce mm. qu'on a l'habitude de prendre sur nous et de nous occuper des autres. Voilà, on est éduqués comme ça très souvent et c'est très différent d'une éducation d'homme. Enfin, je suis une vieille féministe. Voilà, là, vous me referez pas de ce côté-là et donc ça me fait beaucoup écho à beaucoup de choses que je porte et que je pense, parce que je constate, en fait, à travers ce Mm. combat féministe depuis très longtemps et pour moi, la douleur des soignants et des soignantes, parce qu'on est principalement des femmes dans ce Oui, milieu-là, en tout cas les petites mains sont tout des à fait. femmes, Mm. beaucoup et on a ce truc où on grandit, on nous apprend à supporter. On nous apprend à supporter, on supporte nos douleurs de règles sans jamais qu'un tampon nous ait été remboursé, et on supporte tout ça et on encaisse, quoi. Donc en fait, on encaisse pendant une carrière aussi et puis moi, j'ai commencé à travailler à 17 ans, donc j'en ai 42, ça fait déjà 25 ans et un jour, eh ben, on peut plus encaisser et on est complètement paumé parce qu'on se dit: «Mais attends, mais c'est pas possible, normalement j'encaisse, quoi. Qu'est-ce qui se passe?» Enfin, je veux dire, c'est pas possible parce que je suis du côté de celle qui soigne, donc je suis celle qui Mm. va bien et en Ouais. fait, il faut réaliser que non, qu'on est fragilisé par des tas de choses de cette histoire de femme et de soignante, mais vraiment les 2 conjointement et je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus vu le propos du podcast et puis d'un coup, bah, voilà, on tombe des nues, bah, non, bah, je vais pas bien. Je vais pas bien et alors on fait comment pour prendre soin de soi? Parce que se mettre en route pour aller prendre soin des autres, on a appris à le faire il y a déjà un moment, il y a pas de souci et alors là, l'apprentissage, moi, depuis 2 ans, c'est un truc de fou, quoi. Non mais sans rire, c'est, waouh, OK, donc je vais pas bien, donc il faut que je m'économise, donc il faut que j'arrête d'aller vite parce qu'alors moi je suis d'une nature, plus que speed et hyperactive. Donc ça je peux plus faire, ça je peux plus faire, ça je peux plus faire, je dois pas déprimer, je dois pas, hein, je dois encore, payer les études de ma fille, je dois encore faire ci, je dois encore et essayer de malgré tout se réserver des moments comme ça et d'apprendre en fait et alors là moi je dis le plus beau que cette période m'aura apporté, c'est d'essayer d'être ma meilleure copine, quoi. Mm. Parce qu'en fait, la seule personne que je vais me trimballer jusqu'à mon dernier souffle sur le dos pour sûr, hein, parce que monsieur peut peut-être me laisser tomber, on ne sait jamais, même si je crois pas, mais il peut y avoir plein de trucs, pour sûr, c'est moi, en fait. Donc il faut quand même que j'essaye d'être un peu sympa avec moi, quoi, de faire avec moi. Et le témoignage, de Sylvie tout à l'heure m'a beaucoup touchée parce qu'on vient de parcours un peu enfin voilà, il y a des points communs beaucoup et notamment avec la prise en charge en psychiatrie à laquelle on est très peu formé. On n'est plus Mm. formé en fait, hein, avant jusqu'en 1993, il y avait un diplôme spécial d'infirmière spécialisée en psychiatrie. 93 c'est loin, donc ça fait déjà 30 ans, c'est ça? Ouais. 30 ans que ça n'existe plus, donc les ISP, bah, on n'en voit plus beaucoup dans les services et puis, bah, on apprend sur le terrain. On a un flash parce qu'on adore ce truc-là et on découvre la psychiatrie et c'est la même chose. Moi, je suis tombée en amour en stage et puis d'un coup, je me suis lancée dans un truc, bah, que je maîtrisais peu, donc j'ai beaucoup potassé, j'ai adoré apprendre. La psychiatrie, c'est un puits sans fond, donc c'est super, et puis, en fait, on porte des douleurs psychiques qui sont très, très lourdes à porter. Mm. Il ne faut pas se leurrer, elles sont très lourdes à porter. Pendant toutes ces années, on me disait: «Mais comment tu fais? C'est extraordinaire». Bon, c'est extraordinaire, je fais, quoi. Je fais mon boulot et puis j'aime mon boulot et je le trouve profondément humain, donc j'aime mon boulot. Et puis, en fait, un jour, il y a eu un trop plein et je pense que j'étais à la limite, peut-être pas d'un burn-out, mais je commençais à être dans un épuisement professionnel, une routine d'épuisement professionnel, quelque chose où, on dort plus, mais c'est pas grave, on boit plein de café, mais c'est pas grave, on prend un Séristal le soir parce qu'il faut dormir, le lendemain, il faut se lever à 5 heures, mais c'est pas grave, on reprendra un café et au bout d'un moment, on regarde ça avec du recul, on se dit: «Mais mon Dieu, mais quelle hygiène de vie, mais c'est n'importe quoi, en fait, il s'agit de moi». Mm.
Et je pense que j'étais déjà très, très épuisée Mmh. avant que la maladie arrive, en fait. Ah, c'est Donc de ça que je parlais quand je vous parlais vraiment de cette douleur des soignants. Est-ce que derrière ça ne se cache pas, un épuisement du soin à l'autre? ouais, il y Réparer, a un c'est celui épuisement. qui disait. Je pense qu'il y a un épuisement et moi, personnellement, en tout cas, si tu me poses la question, je le vois vraiment en corrélation avec l'épuisement, féminin, le ras-le-bol féminin qu'on voit d'ailleurs partout maintenant parce que je pense qu'il y a beaucoup de mouvements qui nous le disent. On commence à se bouger ensemble, à recréer de la sororité et à ouvrir nos voies et je pense qu'il y a vraiment une corrélation avec on n'est plus des bonnes sœurs, on aimerait un salaire décent, on aimerait arrêter d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser pour, des clopinettes, et bah, si, il faut y retourner le lendemain, puis vous changerez vos congés madame Ducret, parce que vous êtes bien gentille. Mmh. Et non, en fait, je crois qu'il y a un ras-le-bol de ça aussi et qu'il y a quelque chose Mmh. de très psychosomatique qui se joue dans la maladie soignante Mmh. aussi. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, Fleur, est-ce que, Christelle, lorsque on t'a diagnostiqué ta maladie, après, tant de regards, finalement, parce que tes collègues, trouvaient que tu n'encaissais pas assez, que tu n'étais pas assez rapide, que tu portais pas assez, que tu faisais pas assez et toi, tu avais tes douleurs, on t'a opéré et donc il y a une grosse errance, finalement, médicale? J'ai été diagnostiquée en fait en 2017 seulement, donc douleur commençant en 2013, et puis bien avant, hein, ça faisait longtemps que j'avais mal en fait, ça fait 49 ans que j'ai mal, hein. Mais bon, quand tu es petit, tu as mal, c'est normal, enfin, voilà. Et un jour, j'ai une copine de ma fille qui vient à la maison, sa maman l'accompagne, elle est médecin. Elle est médecin, mais elle est malade. Et elle me dit, mais moi, je pense que tu as la maladie que j'ai. Et donc, moi, j'irai voir tel professeur sur Paris parce que c'est lui qui diagnostique cette maladie. Et je regarde sur Internet le nom de la maladie et là, tu vois fauteuil roulant, paralysé. Enfin, et là, tu te dis, mais non, 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 je n'ai pas ça, je peux pas, enfin, je ne suis pas paralysée, je ne suis pas en fauteuil roulant, enfin, puis je ne veux pas devenir comme ça. Et bon, je consulte quand même ce médecin, donc c'est un professionnel qui diagnostique le syndrome des lèvres dans l'os. Et moi, j'ai la forme hypermobile, il y en a 13. Et ce sont des maladies qui touchent les tissus conjonctifs, le collagène, qui est défaillant. En fait, il y a une protéine qui est défaillante dans ce tissu conjonctif et qui crée d'énormes douleurs dans tout le corps, puisque le tissu conjonctif, il y en a dans tout le corps. Et beaucoup de fatigue, on fatigue très vite. Enfin, voilà, c'est très compliqué et c'est pour ça que j'y arrivais pas, en fait, que j'arrivais pas à porter, que j'arrivais plus à avancer. Et enfin voilà, c'était pas de ma faute. Et c'était pas dans ma tête, les douleurs, en fait. Voilà. Et suite à ce diagnostic, je lui dis oui, alors j'ai tel symptôme, mais c'est normal. Et il me dit ah non, ça c'est pas normal, non, ça fait partie de votre maladie. Et puis j'ai tel symptôme aussi, je tremble beaucoup, mais ça c'est normal de trembler beaucoup, j'ai toujours tremblé beaucoup. Et il me dit non, ça c'est pas normal non plus de trembler beaucoup. Donc j'ai été mise sous traitement, qui m'a rendue très malade. Et ça, ils devraient le dire, par contre, les médecins ou les professionnels de santé devraient dire que certains traitements rendent très malade au départ du traitement. Et j'ai perdu 10 kilos sur une femme qui en faisait 64, ça fait pas beaucoup, surtout que je fais 1m71, donc en 3 mois de temps, perdre 10 kilos et ne plus se lever de son lit, c'est une catastrophe. Et puis, tu mets plus de 3 ans à te remettre et à te reconstruire, donc tu ne travailles pas pendant ce temps-là. Et il y a tout le monde qui te regarde un peu bizarrement parce que tu as toujours le sourire finalement, parce qu'il faut avancer dans la vie, faut pas, voilà. Puis ça se voit pas de toute façon que tu as mal, donc tu le dis pas. Voilà. Donc moi, j'ai 2 maladies chroniques qui sont génétiques. J'ai le syndrome des lèvres dans l'os et j'ai le SAMA qui est un syndrome d'activation mastocytaire. Donc c'est mon corps qui dit attention, là il y a une attaque, il faut y aller. Donc, il en veut des globules blancs et j'ai des rougeurs partout, j'ai des douleurs aux articulations, pareil. Enfin, c'est à peu près, ça s'assimile toutes les deux. Ces 2 maladies sont souvent déclarées ensemble. Merci Christelle pour ton partage. Sylvie, je pense que tu voulais dire quelque chose. On parlait tout à l'heure des femmes, des soignantes qui ne parlent pas de douleur. Moi, j'ai l'impression, en effet, que quand on prend soin de l'autre, quand on prend soin justement des douleurs, ou quand on essaye d'éliminer les douleurs de l'autre, forcément, on ne peut pas penser à soi pendant ce temps-là, déjà.
Et puis en dehors de ça, quand on est dans notre famille, et là je vais un petit peu changer la phrase de Fleur tout à l'heure qui disait il faut être une bonne amie pour soi. Moi je dirais il faut être une bonne mère pour soi, surtout quand on est maman soi-même. On sait prendre soin de ses enfants, on sait prendre soin de son conjoint, on sait prendre soin de ses patients. Et moi, cette phrase, je l'ai gardée de ma thérapie il y a quelques années, c'était être une bonne mère pour soi-même. La mère, elle amène vraiment le maximum de ce que... On peut être bienveillant en tant que mère, alors qu'on ne l'est pas forcément pour soi-même. On est plutôt à passer les autres avant soi, et puis à se négliger, à ne pas penser à soi, et à prendre sur soi, et à ne pas dire, parce qu'il ne faut pas dire, en fait. On est aussi dans une société où si on se plaint, on est tout de suite ciblé du doigt aussi. Et en fait, d'être une bonne mère pour soi, c'est vraiment pour moi le vrai terme. Enfin, c'est comme ça que moi je me suis appropriée, et c'est comme ça aussi que j'essaye de prendre soin de moi, d'autant plus actuellement avec mes problèmes, c'est d'essayer de me dire, voilà, qu'est-ce que je ferais si mon enfant vivait la même chose, qu'est-ce que je pourrais lui apporter. Déjà, c'est de l'écoute, de la bienveillance, du réconfort et de l'encouragement. Et tout ça, on oublie de se faire pour soi-même, en fait. C'est capital. Et c'est vrai qu'on est... alors, c'est difficile de lâcher parce qu'on est, en effet, on a génétiquement, je pense, cette disposition à supporter beaucoup avec le sourire. Et puis, quand on va travailler auprès de patients, on ne peut pas amener, enfin, on peut en parler entre collègues, à se plaindre un petit peu de nos douleurs, mais quand on est face aux patients, je pense en psychiatrie, si on arrive, dans tous les métiers, je pense, en tant que soignante, si on arrive avec notre visage de souffrance ou avec notre mauvaise humeur parce qu'il y a eu une querelle dans le couple ou quoi que ce soit, ou des soucis financiers, eh bien, quand on arrive face aux patients, on n'est pas là pour leur faire porter ça, on est là pour les aider. Si on leur ramène notre fardeau, comment voulez-vous qu'on les aide? Donc en fait, en tant que soignant, on est comme ça, enfin déjà, je pense que génétiquement, enfin, ou au niveau de notre tempérament, on est comme ça, c'est-à-dire qu'on a envie d'aider l'autre, et c'est pas en amenant nos casseroles, nos fardeaux, nos douleurs, nos tracas qu'on va aider l'autre. Il faut qu'on arrive face à eux de façon la plus neutre, voire la plus positive possible, parce que sinon, on les emmène pas vers le haut, quoi. Et ça, c'est le métier qui veut ça. On ne le choisit pas pour rien, ce métier. Je pense qu'il y a forcément des choses dans notre histoire, dans notre vécu, qui fait qu'on a besoin de faire ce métier-là. Ce n'est pas juste un métier pour toucher son salaire, c'est un métier où on est convaincu d'être à sa place, de faire bien pour les autres. Mais le problème, c'est qu'on oublie de faire bien pour soi. Et on le dit souvent dans le métier, de dire on ne peut pas prendre soin des autres si on ne va pas bien soi-même. On le dit, dans la formation, combien de fois on m'a répété veille à ton confort et à ton bien-être pour pouvoir bien soigner. Et ça, on l'oublie en fin de compte en pratique. C'est qu'on est emmené par le patient et on est tellement à vouloir bien faire qu'on fait bien pour l'autre, mais on fait mal pour nous. Et on se fait mal au niveau douleur psychique, physique, on se fait mal. Et pour parler justement de cette femme qui a mal, qui se réapproprie son corps, Solène, avec ce que cet harcèlement a créé en toi, comment tu te sens aujourd'hui en tant que femme? Je me dis heureusement que j'ai des collègues, maintenant anciennes collègues, mais c'est toujours des collègues dans mon cœur, qui sont présentes tout le temps, même que je sois à 800 bornes, voilà quoi, on se soutient. Après, j'ai encore des appréhensions vis-à-vis de l'homme en général. Là, je travaille en soins à domicile avec des patients qui sont... il y a des patients qui sont frontales, où ils sont désinhibés. Je suis arrivée chez un patient qui m'a regardée, qui me dit « embrasse-moi ». Et je pense qu'avant, j'aurais pris ça à la rigolade. Enfin, j'aurais pris ça avec du recul. Mais là, j'ai du mal encore à prendre du recul là-dessus, quoi. Ou même des blagues qu'on fait entre collègues pour se dérider ou quoi que ce soit. J'ai encore du mal aussi avec ça. Et je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Sylvie et Fleur, sur le fait qu'on est soignant, qu'on a ça dans les gènes, que c'est notre ADN, qu'il y a aussi dans les services, là où j'ai travaillé, j'avais été arrêtée pendant 15 jours, j'ai repris directement, parce que on était en plein milieu du Covid, et que je me suis dit non, parce que si je ne suis pas là, qui va soigner les autres? Qui va pouvoir être là, être présente
pour les patients, si je me mets encore en arrêt, ça veut dire que l'effectif, il va manquer du monde. Et en fait, on sent indispensable. Alors que non, en fait, à l'hôpital, on n'est que des pions et qu'on est interchangeable. Merci Solène. Alors Fabienne, pour toi, comme tu disais que c'était vraiment les autres qui, dans ton passage à toi, avec ta vie que tu traverses par rapport au burn-out, de dire que c'est vraiment les autres qui t'apportent cette, est-ce que je peux dire, cette capacité à reprendre un souffle de vie, à renaître. Comment aujourd'hui tu essaies de te rapproprier cette féminité J'ai gagné en sérénité par rapport à avant, en fait. J'étais je suis cette personne hyperactive, tout ça, mais elle s'est blessée. Maintenant, je prends beaucoup de soin de moi, mais malgré que je prenne soin de moi, je suis très, très douloureuse à cause de ma pathologie. Les médecins ne parviennent pas non plus à me soulager. Donc moi, je suis là dans une impasse thérapeutique par rapport à la douleur. Psychiquement, ça va beaucoup mieux. Je me sens très forte. Très forte parce que j'ai pris je me sens enfin moi-même. On parlait tout à l'heure de ce poids un peu sur la femme. Oui, moi, je pense effectivement que la charge mentale chez la femme, c'est vraiment sociétal et que du coup, la femme, elle va prendre soin de tout le monde, de tous ses proches, de ses patients notamment parce que nous sommes des soignantes. Elle va complètement s'oublier. En tout cas, elle passera au dernier plan parce que avant, elle est soignante, elle est peut-être mère de famille, enfin moi c'est mon cas, elle est épouse en fait ou pas, mais elle est fille de, sœur de, mère de, et en fait du coup elle est tout ça, elle est infirmière, elle est soignante, moi je pense vraiment qu'on s'oublie complètement. Déjà dans la société, mais je pense que dans notre métier, je pense, encore plus accentué. Donc, moi, effectivement, je ne peux plus prendre soin de moi parce que là, moi, j'attends. Enfin, moi, oui, je fais de l'hypnose, je suis suivie par une kinésiologue qui est un peu ma béquille. C'est le terme qu'on a trouvé parce que j'ai besoin d'elle pour avancer. Je fais pas mal de choses à côté pour me soulager, mais moi, il n'y a rien du tout qui soulage mes douleurs physiques, en tout cas. Donc, elles sont très handicapantes, très invalidantes. Moi, j'assume mon passé de soignante hyper passionnée, hyper active, qui comptait pas ses heures et tout ça, hein. J'assume, j'étais comme ça. Je n'ai aucun regret d'avoir pris le temps avec chacun de mes patients, même si je me faisais taper sur les doigts parce que mon compteur explosait et puis que c'était une catastrophe parce qu'il faut les redonner, mais c'est bon. Je n'ai aucun regret de tout ça. Bon, effectivement, j'avais plein d'appels qui font que j'aurais peut-être pu. C'était des alertes en fait de mon corps que je n'ai pas vues et parce que je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu ces alertes en fait. Je me suis moi, en tout cas, complètement oubliée. Moi, le bonheur des autres est plus important que le mien. Enfin, c'est comme ça que je voyais en fait ma position et dans le soin et en tant que femme dans la société. Maintenant, ça a complètement changé la donne. Je pense à moi d'abord. Je peux pas. Je sais que si je vais pas bien, les autres ne vont pas bien. Mais moi, ma place de femme, là, elle est très compliquée parce que comment dire? Parce que je ne peux plus faire de sport, parce que j'ai plus de vie sociale, parce que même aller manger au restaurant ou boire un café avec des amis, ça m'épuise, parce que mes collègues, je les vois plus. J'adore les vêtements, je m'achète toujours plein de vêtements qui restent dans mon placard, parce que j'ai du mal à m'habiller, à me déshabiller à cause de mes douleurs. Et que du coup, je préfère mettre des survêtements parce que du coup, c'est plus facile.
mais je me sens plus femme que jamais. C'est hyper contradictoire. Je crois que j'ai pris conscience de tout ce que j'ai perdu et je peux pas. Moi, je crois en l'avenir. Je suis quelqu'un d'hyper positive, hyper optimiste. Je suis dans une phase difficile, voilà, parce que il n'y a pas de traitement qui me soulage. Donc, tenir debout pour moi, c'est difficile. Donc, faire les gestes sont difficiles, écrire est difficile, mais je trouve des solutions pour tout. Merci pour tes mots qui vont venir un peu clôturer tout ce partage. Et je pense que tout ce qu'on a dit là ensemble, c'était vraiment à la fois cette notion de prendre soin de soi pour prendre soin des autres et d'incarner profondément ce mot passion, devenir patiente pour pouvoir retrouver en nous cette nouvelle forme de féminité, cette nouvelle identité que la vie nous propose, ces nouvelles sensations et puis éclore, enfin accoucher, d'autres renaître, accoucher. Et ça prend du temps, je pense. Donc, je pense que pour nous toutes et pour toutes les femmes qui nous écoutent et par rapport à tout ce que vous avez écrit sur ce que vous pourriez apporter aux femmes, nous avons aussi droit à de la considération, à un salaire décent, à souffler, à être autre chose qu'une compagne, qu'une maman et qu'une soignante. Mon seul conseil, ce serait de se regarder, de se palper, de s'écouter, de faire des dépistages et de prendre soin de soi, de s'épanouir dans diverses activités, prendre du temps pour soi. Parce que la maladie ne définit pas la femme ou l'homme que nous sommes. Et quand on avait parlé justement de ce que le collectif pouvait représenter pour vous, le collectif est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de faire ce que je n'avais jamais pu faire avant. J'y ai trouvé des âmes fortes, combatives, vives, et pas seulement sur le papier. Le collectif m'a permis de passer à l'action, de faire partir de ceux qui ne grognent pas sans agir. J'ai trouvé dans le collectif cette détermination presque viscérale de ne plus accepter l'inacceptable et de faire ce qui est possible pour changer les choses. Je vous remercie toutes pour ce moment de partage et je vous souhaite à toutes une belle continuation. Merci beaucoup. Merci à toutes. C'était vraiment super de vous entendre et de pouvoir se parler comme ça, simplement, et de retrouver des points communs dans nos histoires et dans nos façons de voir la vie aujourd'hui. Et merci, vous êtes des belles, enfin, j'ai rencontré des belles âmes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. À bientôt pour un prochain épisode Libère des mots.